Bonjour Souad, Bonjour Pablo. bienvenue dans le cycle de poésie vivante. Euh, Tout d'abord, merci vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de participer. On est, euh, on est très content d'être avec toi aujourd'hui dans cet enregistrement. Et Et, moi euh, aussi. et donc on va parler de toi et de ton œuvre. Et, euh, et je suis sûr que ce sera un échange, euh, un excellent échange. Pour commencer, je voulais te proposer euh, de raconter un peu ton parcours. Je sais que tu as vécu dans plusieurs pays, que tu as plusieurs nationalités et que tout ça aussi, bien sûr, ça apparaît dans ton œuvre. Donc je voulais te proposer tout d'abord de nous raconter ce que tu voudras raconter là-dessus. Et le fait qu'il y a plus d'une langue dans ton œuvre aussi, tout cela. À l'origine, moi, j'ai baigné dans un bain linguistique avec plus de deux langues, puisqu'il y a l'arabe algérien, ensuite l'arabe moderne qu'on apprend à l'école, ensuite le français qui existe de toutes les manières, puisqu'on l'entend partout, et puis cette façon qu'on a en Algérie de parler le créole algérien, de mélanger toute le dialecte algérien avec le français et éventuellement les formes d'amazigh du berbère, du berbère, des dialectes berbères qu'on parle en Algérie. Donc voilà, je viens de cet environnement-là linguistique. J'ai toujours entendu parler plusieurs langues et je le remarque maintenant que je vis en France où les, les gens, je veux dire les Français, sont plus volontairement monolingues, ce qui, moi, me pose beaucoup de questions. Ça reste toujours quelque chose de très étonnant d'être avec des personnes qui ne parlent qu'une seule langue. J'ai comme l'impression qu'on ne va pas arriver à se comprendre. Parce qu'il y a cette dimension chez moi, comme chez beaucoup d'Algériens, entre autres, mais pas que des Algériens, des Africains ou des Maghrébins, de passer d'une langue à une autre enfin, de manière très, très naturelle et pas du tout calculée. Tu sais, je te pose la question aussi, puisque par exemple, tu as publié récemment deux recueils qui sont bilingues. Euh, Depuis l'expérience au Chili, euh, par exemple, les recueils des poètes mapuche du Chili sont très souvent publiés en bilingue, qui soit écrits à l'origine en espagnol ou en mapudungun, dans la langue des mapuches. Et, euh, Et donc, c'est très intéressant depuis le Chili de voir ces recueils qui sont écrits en bilingue. Il y en a un d'eux aussi dont tu as participé dans la traduction. Euh, donc, c'était te demander comment ça s'est passé et comment ils circulent ces livres aussi. C'est-à-dire qu'ils sont publiés en France, ensuite ils peuvent être lus en français, en arabe, en France, mais aussi ailleurs. Par exemple, pour la première expérience de livre publié en bilingue, moi j'écris en français et c'est traduit en arabe et j'ai participé d'une certaine manière à la traduction en arabe. Euh, pour le lectorat français ou le lectorat francophone qui n'a pas accès à l'arabe, c'est plutôt un aspect ludique, c'est de voir l'arabe qu'on trouve joli. Voilà, j'ai l'impression que c'est un aspect ludique, voire poétique, parce qu'on voit une langue à laquelle on n'a pas accès et on a un peu l'impression d'approcher cet univers linguistique-là et culturel, parce qu'on a ce qu'on croit être la traduction. Je dis ce qu'on croit être parce que souvent les personnes s'adressent à moi comme si j'étais traduite en français. Or, c'est l'inverse. Je suis traduite dans la langue où je suis censée un peu écrire. Je dis je suis censée parce que c'est une question qui revient souvent depuis des années, depuis longtemps, qui ne me concerne pas que moi, mais une question qu'on pose aux auteurs francophones, algériens ou maghrébins, c'est pourquoi vous écrivez en français ?
Et question que je trouve souvent étonnante, idéologique, sûrement idéologique, parce que c'est comme si j'étais assignée à la langue qui devrait être ma langue puisque c'est la langue officielle. Mais quand il s'agit aussi, par exemple, de la traduction d'un autre livre qui n'est pas de la poésie, c'est un récit qui a été donc traduit en arabe et que j'ai un peu révisé avec une poétesse amie. Donc on a été un peu nombreuses à le relire par rapport à la traduction en arabe parce que j'avais pas mal d'exigences. Connaissant les deux langues, j'étais très exigeante par rapport à ce que le texte traduit en arabe, la traduction, soit le plus proche d'un point de vue formel du texte, de mon texte en français. Et là, je sais que c'est une autre démarche. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait cet aspect ludique de retrouver dans le même livre un côté en arabe et l'autre en français, de droite à gauche et de gauche à droite. Mais c'est plutôt quelque chose de pratique, de pragmatique, pour que des lecteurs non francophones puissent lire ce récit qui n'est pas un récit poétique, voilà, qui a une certaine utilité. Aussi, je voulais te demander par rapport en pensant à une thématique forte dans ton œuvre, qui est la poésie amoureuse, qui est très présente. Et moi-même, mon premier recueil était un recueil surtout de poèmes d'amour. Et donc, il y a tout de suite quelque chose d'un peu étonnant, hein. C'est comme si aujourd'hui c'était moins courant d'écrire de la poésie amoureuse. Je ne sais pas si tu le vis comme ça ou par rapport à la réception du livre. Je crois que le livre a eu une très bonne réception. Je suis toujours agréablement surprise, en particulier par rapport à Brouillon amoureux. L'éditrice n'arrête pas de faire des tirages. Ça a un succès dingue. Et moi, je me demande si c'est pas le fait que ce soit Brouillon amoureux, que ce soit le titre qui attire le plus les gens. C'est comme si c'était une porte, genre voilà, là, c'est une certaine facilité, voilà, par rapport au brouillon. C'est pas quelque chose de définitif, c'est quelque chose qu'on peut encore améliorer ou qu'on va cacher ou qui n'est pas définitif en tout cas. Donc je suis toujours encore très surprise quand je rencontre des personnes qui l'ont lu et beaucoup de gens me disent mais on adore ce livre, on le relit, on le traîne. Il y a des personnes qui l'ont acheté en 2 exemplaires pour avoir un devant leur poste de travail, devant l'ordinateur au bureau, et un autre chez eux ou chez elles. C'est impressionnant. Je suis moi-même impressionnée parce que je ne comprends pas très bien à quoi tient l'intérêt ou le succès d'une publication. Je n'arrive pas toujours à comprendre à quoi c'est dû. Des fois, on se dit ah ça va intéresser tel public, telle personne, ça va intéresser pour tel ou tel aspect. Et puis non, ça marche pas comme ça. Et puis des choses à laquelle qu'on pense être plus anodines vont attirer l'attention et vont la retenir. Là-dessus, je voulais aussi te poser une question liée à la... Oui, ton œuvre est très engagée. Bon, il y a un engagement féministe évident. Par exemple, dans ton récit autobiographique de Enjamber la flaque où se reflète l'enfer, mais qui apparaît aussi dans plusieurs de tes recueils. Si tu me permets, je voulais lire un petit extrait pour le partager aussi avec les personnes qui vont nous écouter. Tu disais « Couvre-toi ». La rue sort, braguette béante, tu disais tant, j'oubliais tant, la rue en pantalon me le rappelait, du recueil Enfiler la chemise de l'aïeul.
Comment tu vois que se manifeste l'engagement féministe actuellement dans la poésie, ou en tout cas dans ta poésie? En tout cas, dans qui me concerne, c'est que c'est pas une décision délibérée, hein. Par exemple, les textes de Enfiler, les poèmes de ce recueil, Enfiler la chemise de l'aïeul, je ne les avais pas nécessairement conçus. J'ai pas de conception à l'avance. C'est des poèmes que j'écris le matin en me réveillant quand je suis en train de prendre mon café dans mon lit. Je travaille dans mon lit en fait. Je ne quitte pas mon lit pour travailler. Quelques jours, j'ai commencé à écrire quand ma mère est décédée. Et elle est décédée en Algérie. Moi, j'étais en France. J'ai pas eu l'occasion d'aller à son enterrement. Et c'est là que j'ai commencé à faire comme une espèce de travail de... Je ne sais pas, c'est pas nécessairement un travail de deuil, mais c'est un travail de retrouver ma mère dans les textes, enfin pas retrouver ma mère, mais retrouver un certain aspect de l'éducation que j'ai reçue avec cette femme qui était féministe. Mais c'est toujours la mère, l'aïeul et puis Alger. Alger est un personnage à part entière parce que Alger, c'est ce qui te recadre quand tu es Alger en ce qui me concerne. C'est ce qui me recadre dès que j'essaye de jouer, de gagner un petit centimètre de plus dans la liberté. Alger me recadrait. Et c'était ça, c'est ça peut-être le principe qui tourne autour de ce recueil, Enfiler la chemise de l'aïeul. Je pense aussi au recueil de Je franchis les barbelés. Comment tu vis, toi, tout ce processus de tout ce qui est en train de se passer maintenant, en particulier? Il y a une crise migratoire très forte qui est liée aussi à une crise globale qui donc apparaît dans ton œuvre avec tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que ça apparaît avec beaucoup d'interférences culturelles avec le Moyen-Orient. Et donc la question, comment tu le vis toi et comment ça se... Je le vis avec beaucoup de dégoût parce que je croyais que c'était derrière nous. Il y a 20 ou 30 ans, on entendait parler des histoires de boat people. Et maintenant, parce que je suis moi-même porteuse d'une nationalité européenne, je me sens mal dans cette peau d'une personne qui a réussi à faire ce qu'elle veut, tout simplement. Moi, je ne suis pas réfugiée, mais j'aurais pu l'être. Et je me sens mal dans cette peau d'une personne qui est du bon côté de la frontière, c'est-à-dire d'une frontière saine, d'une frontière safe, comme on dit, où je suis en sécurité. Et je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse parler de crise migratoire, parce que c'est plutôt c'est une crise d'inhospitalité, d'espace sécurisé, riche, où l'arrivée de toutes ces personnes en danger pourrait devenir franchement une richesse pour elles. C'est pour ça que ça s'appelle Je franchis les barbelés. C'est les histoires de voir à la télévision tous ces barbelés. Il y avait les barbelés, il y avait les chiens militaires, les militaires, la police, et même des journalistes qui font des croche-pieds à des personnes qui essayent de passer la frontière. Je me suis dit, mais quelle horreur! Mais quelle horreur qu'on puisse faire ça, qu'on puisse vivre ça et laisser faire ça sur une terre qui a connu des moments très durs pendant les deux guerres mondiales, et surtout la Deuxième Guerre mondiale peut-être, qui est peut-être plus proche. Donc je suis encore dans l'incompréhension et je suis très en colère. Je suis très en colère contre ces politiques qui n'en sont pas, qui finalement on dit crise migratoire. Non, c'est une crise d'inhospitalité. On essaye de nous emmener vers des sociétés affreuses. Alors, heureusement qu'il n'y a pas que ça en Europe. L'Europe n'est pas que ça. Il y a beaucoup de forces qui luttent contre ça. C'est aussi, n'est-ce pas, de vouloir nier parfois vouloir nier des choses évidentes. L'être humain se déplace et change, et il évolue autour de la planète depuis toujours. Et c'est exactement ça.
Parce que moi, je me dis, mais si en Europe, on a un problème nucléaire, où est-ce que les gens vont aller? Ils vont pas aller en Australie, ils vont aller juste de l'autre côté de la Méditerranée. S'il y a un problème nucléaire en France, où est-ce que les gens vont aller? En France ou dans tout le sud de la Méditerranée, tous ces pays qui parlent de crise migratoire, mais si on a un véritable problème d'eau, ou qu'on ne sait plus, on n'arrive plus à vivre avec la nature parce que la nature va nous rejeter, mais où est-ce que les gens vont aller? Ils vont pas aller traverser l'océan. Le plus simple, c'est d'aller de l'autre côté de la Méditerranée. On peut presque y aller à la neige, quoi. Enfin, j'exagère, mais je veux dire, avec peu de moyens, on peut traverser la mer, quoi. Oui, non, tout à fait. Swad, justement pour pouvoir partager tout ça, je te propose de faire une lecture des textes et, avec la traduction. Donc je vais commencer par lire des inédits, des textes, des poèmes qui seront probablement publiés en 2022. Apprends-moi à déboutonner lentement, sans la froisser, la soie de ton silence. Enséñame a desabotonar lentamente, sin pasarla a llevar, la seda de tu silencio. C'est très joli en espagnol. Merci. Ces mots lancés à la mer, dans une bouteille, n'espèrent pas te séduire. Un matin de promenade, les descendants de rescapés échappés au baril d'un tyran les ramasseront à Lesbos, près d'un cimetière de buée. Ils se diront, jadis une étrangère les a écrits pour une autre étrangère, avant ou après le naufrage du grand printemps. Si ces promeneurs ont la nostalgie des ailleurs révolus, que les barbares brûlent à présent, ils se rouleront dans la bouteille, dans les mailles de la laine de mes mots pour toi. Estas palabras arrojadas al mar en una botella no esperan seducirte. Una mañana de paseo, los descendientes de sobrevivientes que escaparon de los barriles de un tirano las recogerán en Lesbos, cerca de un cementerio de boyas. Se dirán que antaño una extranjera las escribió para otra extranjera, antes o después del naufragio de la gran primavera. Si estos paseantes sienten nostalgia de lejanías pasadas que los bárbaros hoy incendian, se revolcarán en la botella, en las mallas de la lana de mis palabras para ti. Comment revenir de toutes ces guerres où je n'ai pas mis les pieds? Je cherche l'issue, guidée par le palimpseste de ta voix. Les portes qui s'en trouvent ne mènent pas à toi. ¿Cómo volver de todas esas guerras, donde nunca puse un pie? Busco la salida, guiada por el palincesto de tu voz. Las puertas que se entreabren no llevan hasta ti. Fais-moi de la place dans ton rêve. Si tu l'oublies, je te le raconterai. Hazme un lugar en tu sueño. Si lo olvidas, te lo contaré. Je ne crois pas au destin, mais il est sûrement écrit que ton train ne s'arrêtera pas sur le quai où je t'attends. Je me dirai en t'apercevant qu'il était finalement écrit que ton train s'arrête, que tu ne quittes pas ta place près de la fenêtre. No creo en el destino, pero seguro está escrito que tu tren no se detendrá en el andén donde te espero. Me diré al verte
que finalmente estaba escrito, que tu tren se detendría, que no dejarías tu lugar junto a la ventana. La nuit verse son levain dans la pâte des mots. Le matin, je te laisserai chaud. La noche vierte su levadura en la masa de las palabras. De mañana te las sirvo caliente. Par la grâce des comètes tombées des fulgurances du sceau de ta voix, j'arc-boute des édifices incurvés à la mode des voûtes nubiennes, pétillés d'imagination dès qu'il s'agit de bâtir avec tes particules vocales. J'avoue qu'il me plaît de fonder avec l'immatériel une cité où tu m'accueilles dans la chair de chaque matériau. Por gracia de los cometas, caídos de los fulgores, del sello de tu voz, apuntalo edificios curvos, según la moda de las bóvedas nubias, brillar de imaginación, cuando se trata de construir con tus partículas vocales. Confieso que me gusta fundar con lo inmaterial una ciudad donde me recibes, en la carne de cada material. Rivée à l'inaccessible, captive des fièvres du vide, aurais-je inventé l'épreuve de ne pas t'espérer? Atada a lo inaccesible, cautiva de los feudos del vacío, ¿habré acaso inventado la prueba de no esperarte?